Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général avec bienveillance et respect. Et surtout, ici, on parle d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel, ce quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 4 ans. Je suis infirmière et de par mon métier passion, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires d'amour et rencontrer des experts de l'amour. Alors j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à leur rencontre pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, en toute intimité, tu vas découvrir, rire, pleurer, mais aussi t'informer. Je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, amour.lepodcast, tout en lettres minuscules, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. On peut aussi se retrouver sur mon site amour.lepodcast.fr ou sur ma chaîne YouTube amour. Où je mets les coulisses de l'épisode de la semaine. Et si cet épisode t'a plu, tu peux mettre ton avis, le noter et surtout le recommander. Bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Moi, ça va super bien et je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un super sujet. Du coup, je reçois Maureen. Bonjour Maureen. Salut, enchantée. Ouais, enchantée aussi. Comment tu te sens aujourd'hui ? Ah bah écoute, je me sens fatiguée quand même. Fatiguée mais très heureuse d'être là avec toi et puis avec vous du coup, ceux qui vont nous écouter. Super. Juste pour vous présenter rapidement Maureen en 4-5 mots. Maureen est thérapeute de couple et formatrice et j'aimerais déjà te poser une question. Est-ce que tu aurais 2 qualités et 2 défauts à nous dire ? Alors souvent je dis plutôt 2 défauts et 2 qualités après. Donc, est-ce que tu aurais 2 qualités et 2 défauts à nous présenter ? Oui, d'ailleurs, je pense que j'ai bien plus que 2 défauts, à mon avis. Alors, 2 défauts, je pense que je suis quelqu'un d'assez contrôlant, assez tyrannique malgré moi. Donc, je me suis beaucoup détendue avec le temps et beaucoup calmée, beaucoup apaisée. Mais on va dire que c'est quand même un trait de caractère qui peut assez vite ressortir chez moi, ou si les choses se passent pas comme je veux. Je le vis assez vite comme une trahison en fait et je comprends pas. Donc ça, et ensuite je dirais que mon souci de vouloir être aimé à certains moments me pousse parfois à me plier en 10 000 pour faire plaisir à tout le monde et peut parfois malheureusement m'éloigner de mon authenticité ou du moins de ma vérité intérieure faute de vouloir être aimé à tout prix quoi. Donc de nouveau ça s'est énormément apaisé depuis ma jeunesse. Mais je sens encore des fois, tu vois, des petits trucs. Des petits relents comme ça qui reviennent pour te rappeler que tu as besoin d'être aimé. Ouais. Et 2 qualités ? Et 2 qualités, je dirais que je suis quelqu'un de très compatissant. Voilà, que j'arrive vraiment à me connecter aux émotions de l'autre. Et je pense que je suis quelqu'un aussi de très résilient. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient, la résilience et la compassion. Ouais, super. Moi, je vais te parler de mon ressenti. Alors, tu vois, tes défauts, le côté contrôlante, je ne l'ai pas du tout senti dans tout ce que tu véhicules sur les réseaux sociaux. Le besoin d'être aimé et tout ce dont tu parles, je trouve, oui, on voit que tu as un passé, entre guillemets, lourd, amoureux, où vous avez vécu des choses avec Polo et tu as vécu des choses seule, très, très fortes. Par exemple, moi, j'étais sur Telegram. Tu avais créé, il y a une période, je crois que c'était fin août. Ouais, j'ai tenté ce support, oui. Ouais, bon, il y a des trucs qu'on commence et qu'on abandonne au fur et à mesure parce qu'on n'a pas le temps, on prend pas le temps. Et donc, du coup, tu avais fait des vocaux. Donc, moi, je suis très sensible à la voix, du coup. Et en fait, tu parlais aussi je m'étais notée justement pour l'interview, de polygamie et oui, de monogamie. De polyamour. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais senti que t'étais vraie. Enfin, j'avais vraiment senti ton authenticité là,
me dire, mais en fait, elle se pose exactement les mêmes questions que nous, on se pose quand t'es dans un couple. Et puis, en fait, le truc, c'est que des fois, moi, à une époque, quand j'étais en couple, je me posais des questions, mais j'en parlais pas. Je me disais, j'osais pas, en fait, en parler. Et vous avez l'air de ouvertement parler de tout, même des sujets sensibles. Mais on est, en fait, en ce moment, dans le développement du couple, je trouve qu'on est beaucoup dans ce genre de choses, de se dire ouvertement les choses tout en respectant l'autre, évidemment, et d'être dans une communication ouverte. Et j'ai trouvé ça hyper sain et j'ai trouvé ça génial, en fait, de se dire, je me pose la question et du coup, je lui en parle. Et derrière, ça crée une conversation. Et puis ensuite, j'ai vu que tu avais publié quelque chose avec lui où vous en aviez reparlé. Et ça a ouvert une conversation. Et puis voilà, basta, c'est bon, on en a discuté, c'est clair, la situation est nette. On a pris, on a pris du temps, du recul, et j'ai trouvé ça super. Donc c'est ce que j'ai senti. Alors le besoin d'être aimé, je l'ai pas senti comme ça. Je l'ai senti plutôt dans quelque chose de positif, tu vois, d'ouvrir son cœur et d'en parler vraiment. Et puis après, pour tes qualités, mais oui, mais ça se sent, en fait. Bon, déjà, si tu es thérapeute, c'est que, voilà. Et puis, par rapport à ta surprise, voilà, moi, ça m'a hyper touchée, la surprise qu'on t'a faite. Et du coup, j'ai senti ça aussi c'est mon vrai ressenti. On sent que tu entreprends beaucoup de choses. Je crois que je t'ai connue il y a quelques mois et en fait, je sentais déjà quelqu'un qui avait une vraie volonté de parler de la relation, d'amour, d'éducation aussi, parce qu'on a souvent eu des éducations, t'as 28 ans, t'es de la même génération, entre guillemets, que moi, j'en ai 34, et on a souvent eu des éducations avec des parents qui n'étaient pas forcément la même que la nôtre, et du coup, modifier ça aussi. Et puis, du coup, j'ai écouté plusieurs interviews que tu avais fait sur le développement personnel et le développement du couple. Et donc, voilà. Donc, tout ça, je le ressens, tes défauts et tes qualités. Peut-être moins le côté contrôlante parce que je suis pas dans ta vie réellement. Et voilà, le côté, besoin d'amour. Et en fait, ce qui est cool avec toi, c'est que, je me sens comme toi. En fait, souvent quand tu parles, je ressens des choses que j'ai vécues et ça me remet en question, en fait, aussi. Et c'est ce que j'apprécie. Donc, merci. Voilà, je suis désolée, c'est un gros ressenti, mais c'est ce que j'avais sur le cœur et c'était hyper. Voilà. On va passer du coup à qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier de thérapeute? Quel est ton début, ton cheminement? Qu'est-ce qui m'a emmené à faire ça? Je dirais la vie, vraiment, parce qu'à la base, j'étais pas du tout, à mon sens, destinée à faire ça, ou du moins je m'étais pas moi-même destinée à m'orienter vers les couples, absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire que je me raconte de mon enfance, en tout cas, c'est que j'ai eu des parents qui se sont séparés très tôt, et puis après j'ai grandi dans une famille recomposée, plutôt du côté de ma maman, et j'ai grandi dans un système familial très dysfonctionnel, notamment au travers du couple que j'ai pu observer, avec beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés, beaucoup de distance émotionnelle, et parallèlement à ça, beaucoup d'intrusions dans nos vies, à nous, les enfants. Et en fait, je pense que très longtemps, j'ai porté la blessure d'avoir été celle qui, d'une manière ou d'une autre, avait causé une première séparation parentale, puis de grandes difficultés relationnelles dans le couple qu'elle observait derrière. Donc, je me suis longtemps définie comme l'enfant problème, en fait, voilà, réellement. Alors que, à mon sens, maintenant, avec du recul, j'étais simplement le symptôme, en fait, de ce qui se passait sur le plan familial. Et assez rapidement, parce que beaucoup d'humiliation, beaucoup de violence, beaucoup de mépris, beaucoup de rejet, beaucoup de maltraitance physique et morale. J'ai eu besoin de grandir très rapidement, en fait, de mettre du sens, en fait, sur toutes ces expériences qui me paraissaient complètement dingues, et ça assez même à 10 ans, hein. J'avais des questionnements, je pense, assez philosophiques sur le monde, sur la vie, parce que je pense que le sens, c'est vraiment ce qui nous permet, en fait, derrière, d'être résilient et de pouvoir mieux plier, mieux accepter ce qui se présente à nous, même quand c'est complètement inconscionnable. Et en fait, vers l'adolescence, j'étais assez convaincue que j'allais me diriger vers le milieu de la psychologie de manière générale. Et en fait, j'avais commencé une première année à la fin, tu vois, de mon bac. Après mon bac, j'avais commencé une première année de psycho à Paris dans une école privée.
Et en fait, si tu veux, j'avais 18 ans et je pense que là, j'étais pas prête. J'avais beau avoir conscience de beaucoup de choses. Là, je me suis retrouvée un peu, tu vois, sur le banc de classe à avoir en fait dans la gueule tout ce que j'avais vécu dans l'enfance en fait. Et j'étais pas prête. J'étais pas prête à vraiment à voir en fait, avec le cœur, avec les yeux, tu vois. Et puis c'est souvent quand tu sors en fait de la zone traumatique, quand tu prends du recul et de la distance sur la zone de survie. En fait, c'est là que tu commences à réaliser en fait le calvaire et l'horreur dans laquelle tu avais grandi. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie en études d'infirmière et que j'ai été infirmière pendant plusieurs années parce que je pense que j'avais énormément besoin comment dire, d'aider, je pense, d'aider les autres, mais je pense que j'y suis partie pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, c'est-à-dire que moi, pour le coup, j'avais besoin de mettre de la distance avec ma propre souffrance, donc c'était plus facile pour moi de m'occuper de la souffrance des autres. C'était plus facile pour moi de me concentrer sur leurs difficultés, sur leurs problèmes que sur les miens. Et j'avais besoin par-dessus tout d'être utile. J'avais besoin de sentir que j'avais un impact émotionnel, relationnel, moral, physique sur les gens. Et je pense que j'avais énormément aussi besoin de retrouver de la puissance sur la mort, en fait, finalement. Parce que je pense que pendant très longtemps, je me suis sentie impuissante et j'ai eu la sensation de vraiment dealer avec la mort. Et j'ai plus peur d'en parler maintenant. Je pense que vraiment. T'as travaillé dans quel service du coup, Maureen ? Alors j'ai travaillé dans pas mal de services. J'ai fait de la réanimation polyvalente pour adultes. J'ai travaillé également en soins continus, en pneumo, en psychiatrie. Et puis j'ai fini par travailler dans une association qui s'occupait des gens du voyage. Et en fait, ça a duré à peu près 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais, 5 ans en tant qu'infirmière. Et parallèlement à ça, je me suis formée à pas mal de choses. Je me suis formée à la PNL, au paradigme relationnel. Je me suis formée à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je me suis formée à la thérapie systémique et familiale dans la relation d'aide, à la mindfulness, au bracework. En fait, j'ai très vite, malgré mon travail d'infirmière, j'ai eu besoin, si tu veux, de continuer d'apprendre et de perfectionner ma manière de concevoir la relation. Et encore à ce moment-là, j'étais pas du tout destinée à aller vers le couple. Et ça a été au moment du Covid, première vague de Covid, où si tu veux, moi là, j'ai vraiment décidé de lâcher le métier, de lâcher le taf parce que j'en pouvais plus. Et puis j'avais fait le tour. Et puis bon, moi j'avais un petit garçon aussi, et il fallait vraiment que je fasse le choix de préserver ma vie de famille, tout simplement. Et puis bon, je te passe les péripéties aussi de mes retrouvailles avec Polo 7 ans plus tard, qui je pense ont créé aussi beaucoup de vagues à ce niveau-là. Et en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. J'ai quitté mon taf. Je me suis dit, ok, bon j'ai tout ce qu'il faut professionnellement pour ouvrir mon cabinet d'accompagnement, de thérapie. J'avais un bon syndrome de l'imposteur, mais je me suis dit, il faut y aller. Et en fait, la vie m'a envoyé des couples. Alors que je n'avais pas du tout mentionné le fait que j'étais disposée à accueillir des couples, quoi. Enfin, c'était vraiment improbable. Je me sentais pas du tout légitime. Je disais, mais non, mais enfin, j'ai pas envie. Je veux pas. Si on t'envoie ça, si l'univers t'envoie ça, c'est qu'il y a une raison. C'est pour te faire comprendre que et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est l'univers qui a décidé pour moi. Et à partir du moment où j'ai accepté vraiment de prendre cette mission d'accompagner les couples, j'ai compris en fait que là j'étais dans la sublimation de la blessure, j'étais plus en train de la refouler, j'étais plus en train de la rejouer, j'étais en train de la sublimer en la mettant à profit pour le monde. Et c'est vraiment là aussi que voilà, ça a beaucoup plus fonctionné sur mes réseaux sociaux, que j'ai eu plein d'idées, que j'ai rencontré plein de gens. Enfin voilà, en fait à partir du moment où tu t'alignes, paf, ça circule, quoi. Et j'aimerais revenir sur du coup pendant que tu faisais toutes ces formations. Donc, tu as retrouvé Polo, c'est ça ? Du coup, en même temps ? Oui. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que avec Polo, bon, nous, on se connaît depuis le collège. Hein, ça a été mon premier amour. Voilà, j'étais en 6e, mon premier bisou, mon premier petit copain. À cette époque-là, c'était surtout l'amitié qui primait un peu plus que l'amour. Donc, c'est vrai que... Et puis, je pense qu'on avait beaucoup d'attraction, répulsion déjà à ce moment-là, déjà au moment de nos retrouvailles. Du coup, on s'est séparés, on ne restait que quelques mois ensemble, on s'est séparés et en fait, on s'est retrouvés au lycée, puisqu'on était au même lycée, on habitait dans le même village, je dirais, dans la même ville, petite ville de campagne. Et
Et là, le lycée, ça a été vraiment une relation assez incroyable qui m'a énormément apporté, qui nous a énormément apporté en fait, qui nous a beaucoup donné, beaucoup construit, beaucoup réparé. Enfin moi, c'est vraiment une relation qui m'a permis de survivre à l'époque où voilà, j'étais encore dans ma famille, tout ça. Et en fait, à l'aube de nos 18 ans, comme toutes les relations très fusionnelles, très passionnelles, très fortes, mais où cet amour, pour moi, c'est comme ça que je le décris aujourd'hui, c'est comme ça que j'en parle. En fait, c'était un amour tellement pur, tellement brut, que pour des adolescents si jeunes, si conditionnés, si pris aussi dans leur peur, dans leur système de défense, on n'a pas su quoi en faire et ça nous a brûlés en fait. C'était vraiment ça. On s'est fait littéralement brûler par cet amour et Paul a été à l'initiative de notre séparation à l'aube de nos 18 ans parce que à cette époque-là, comme je te le disais, j'étais quand même très 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 dictatoriale. Très contrôlante, très culpabilisante. En fait, je reproduisais dans mon couple tout ce que j'observais du couple parental et toutes les humiliations que je subissais, toute la violence que je subissais chez moi. En fait, je la reproduisais dans mon couple pour retrouver un certain pouvoir, à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'était très compliqué et du coup, Paul a fini par me quitter après plusieurs alertes que je n'ai pas du tout vues et entendues. Et s'en est suivi en fait une longue séparation de 7 ans, donc, dans laquelle j'ai vraiment eu aucune nouvelle. Donc sur les 2 premières années, il me semble, j'ai tenté de le recontacter par moment, de lui envoyer un message ou quoi, mais ça avait jamais donné suite. Et puis il était sorti complètement des réseaux, moi aussi. Donc il s'en est vraiment suivi 7 ans où j'entendais entre guillemets des choses de lui, mais bon, tu sais comment c'est voilà, on entend toujours des oui dire et puis il s'avère que c'est jamais réellement ce qui se passe. Et en fait, moi sur ces 7 années, j'ai décidé de vivre, même si c'était très difficile et que je sentais bien que mon cœur lui appartenait, très honnêtement. J'ai quand même fait une grosse dépression à notre séparation, mais j'ai décidé de vivre et j'ai rencontré un homme avec qui j'ai fait un enfant, avec qui j'ai eu mon petit garçon en fait. Et donc un homme avec qui je suis restée 4 ans et demi, presque 5 ans. Et en fait, j'ai quitté cet homme pour me remettre avec Polo, puisque le jour où j'étais en thérapie quand même depuis plusieurs années et supervisée aussi dans le cadre de mon travail, où ma thérapeute est revenue sur ma séparation avec Polo en me disant aujourd'hui Maureen, si tu parviens pas à t'engager, si tu parviens pas à te sentir pleinement amoureuse de l'homme avec qui t'es, pourtant j'avais un enfant, pourtant cette personne m'avait demandé en mariage, et j'avais refusé, je sentais vraiment qu'il y avait un conflit de loyauté à l'intérieur de moi, mais si tu veux, j'arrivais pas à mettre de conscience dessus. Je comprenais pas exactement ce que c'était, tu vois, de quoi il s'agissait. Et en fait, en revenant sur cette séance-là, elle m'a dit, bon, il faut vraiment qu'on retravaille cette séparation parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et j'étais là, mais attends, mais c'est pas possible, ça fait 7 ans, c'est bon, c'est réglé, c'est fini. Et en fait, le soir même de cette séance avec ma psy, Paul ressort de nulle part 7 ans plus tard et m'envoie un message, quoi. Donc c'était vraiment genre non, alors là c'est hors de question, tu ne rebosses pas sur notre séparation. Je suis là, quoi. Donc c'était vraiment incroyable, mais c'est quantique. Tu vois, c'est là où tu te dis OK, mais là le grand tout est à l'œuvre, quoi. Ça me dépasse en tant qu'humain. Et à partir de là, voilà, on a repris contact. Moi ça a été des deux côtés. Il serait là, il en parlerait très bien. Ça a été une décharge, quoi. Le cœur s'est remis à battre, quoi. C'était vraiment OK. En fait, c'est OK, on peut vivre. En fait, c'est ça, c'est OK. Et à partir de là, tu vois, on s'est revus quelques mois plus tard à peine parce que c'était vraiment indispensable de se voir. Et au moment où je l'ai revu, voilà, c'était évident. C'était évident, c'était sûr. Je sentais déjà par rapport à cette ancienne relation que c'était plus possible pour moi de toute façon depuis que j'avais repris contact avec lui. Et donc j'ai décidé tout simplement de quitter l'homme avec qui j'étais et d'être à l'initiative de cette séparation avec tout ce que ça comporte aussi dans la culpabilité, la responsabilité, le jugement social, familial, d'être à l'origine d'une séparation pour un homme en plus qui revenait quand même des enfers, honnêtement, dans son parcours de vie. Et puis mon fils avait 3 ans à l'époque. Donc voilà, mais tu vois, 4 ans plus tard, j'ai envie de te dire, je suis tellement heureuse de m'être choisie moi,
et d'avoir eu confiance en notre couple, quoi. Ouais. Bah écoute, enfin toute cette histoire, elle est tellement magnifique que j'en ai eu les larmes aux yeux. Ouais. C'est beau en fait. Beaucoup de personnes pourraient dire ouais, un divorce, etc. Tu romps une famille, mais pour moi, enfin, j'ai fait exactement la même chose que toi. Et c'est pour ça que je pense que je me reconnais en toi. C'est que j'ai pas eu, il y avait personne entre guillemets, mais je me suis écoutée à un moment. Tu te dis mais en fait, je suis vraiment dans un couple. Est-ce que je m'aime vraiment dans ce couple-là ou pas? Ouais. Et moi, ça a été carrément des crises. J'ai accepté de me marier et j'ai eu des crises d'angoisse 2 semaines avant le mariage. Et je me suis arrêtée avant ça. Et c'est là que tu te dis que, en fait, si tu t'écoutes vraiment, il y a des choses que tu fais pas. Et moi, je l'ai fait. Et du coup, j'ai fait une dépression après. Donc, je trouve que votre histoire est magnifique dans le sens où on vit des choses, mais on les vit pas totalement en fait. On se dit je continue à vivre, mais c'est pas pareil en fait que la réalité. Mais c'est que c'était au bon moment. Polo est revenu au bon moment. Et puis c'est dingue ça quand même. Ta thérapeute t'en parle. Ça me parle beaucoup ce que tu dis dans cette notion de se retrouver à un moment donné dans une situation où on se dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que moi c'était vraiment ça. J'ai rencontré cet homme du coup quelque temps après ma séparation avec Paul, et j'étais très jeune et je pense qu'à cette époque-là, à l'époque où je l'ai rencontré, j'avais une peur terrifiante de me retrouver seule. Et du coup, j'ai vraiment, pour moi, à mon sens, je me suis complètement destituée de mon pouvoir dans cette relation et j'ai rejoué de nouveau ce que j'avais vécu dans l'enfance, avec une personne qui, je pense, en fait, j'étais littéralement sous emprise. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et je suis tombée enceinte. Et très honnêtement, je l'assume littéralement. Je n'avais pas envie d'avoir d'enfant. Je ne voulais pas garder cet enfant en fait. Ce fœtus, même pas à l'époque, cette petite graine qui était à peine neuve, l'embryon. Pour moi, c'était hors de question. J'avais 20 ans. J'étais en plein dans mes études d'infirmière, c'était pas possible. Et à ce moment-là, très honnêtement, j'ai eu la sensation de ne pas avoir le choix en fait. J'ai eu la sensation que j'avais pas d'autre possibilité que de faire ce qu'on me disait de faire. Et c'est en ce sens aussi que je pense que ma maternité a été de gros éléments déclencheurs et de grandes prises de conscience et une grande porte aussi à l'exploration de l'enfance et une ouverture totale sur cette résilience qui, je pense, a toujours été là en moi, mais qui a été encore plus grande parce que devenir maman, c'est aussi se confronter à la petite fille ou petit garçon qu'on a soi-même été dans l'enfance. Et en fait, si tu veux, je suis arrivée à 21 ans. J'étais en arrêt d'études pour m'occuper toute la première année de mon fils et donc j'étais avec la maison, le chien, le gamin, le mec et là tu vois la photo de carte postale et puis cet homme que tout le monde glorifiait, idéalisait. C'était vraiment Maureen, mais qu'est-ce que tu as de la chance d'être avec cette personne-là, ah là là. Et alors que moi je me sentais mourir et j'arrivais même pas à poser de mots, j'arrivais même pas à conscientiser que j'étais en train de mourir, tu vois. Et ça a été terrible parce que dans ces moments-là t'étais profondément isolée en fait, et puis j'étais très jeune donc j'arrivais pas à poser de conscience sur tout ça. Donc Paul en fait a été, je pense, à ce moment-là quand il est revenu dans ma vie, ça a été un électrochoc. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme si, moi je me vois vraiment comme ça. J'étais un zombie en fait dans ma vie. Pourtant j'étais tout à fait capable de parler, de faire mon travail, d'avoir un cercle, une vie sociale. Mais j'étais là sans être là, tu vois. Et Paul il est venu et putain il m'a fait un électrochoc, tu vois. Et je me suis dit ah ok, mais en fait là je me mens. Ça fait des années que je me mens et que je mens à tout le monde. Et je peux pas faire ça en fait. Je peux pas prétendre ça, c'est pas possible. Il faut que je me protège, il faut que je me préserve, il faut que je me choisisse moi. Et en fait, c'est le meilleur exemple que je peux donner à mon fils, c'est de me choisir parce que si je lui montre que en fait maman, elle se choisit elle parce que la meilleure amie de maman, c'est maman. Et ce qui compte avant tout aussi, c'est l'amour de soi, c'est de se choisir soi. Et quel meilleur exemple je peux donner à mon enfant que de se choisir lui derrière en fait dans sa vie, tu vois. Donc voilà, donc ça a été tout cet ensemble, tu vois. C'est très difficile d'isoler une chose pour dire comment j'en suis arrivée là. En fait, c'est tellement une multitude de choses, tu vois, qui se sont entremêlées. Ouais, écoute, et du coup, pour en revenir quand même au côté thérapeute, donc ça t'a mené au côté thérapeute de couple.
Par exemple, tiens, dis-moi, tes premiers patients, ça a été plutôt des couples ou plutôt des gens qui étaient en des accompagnements individuels? Alors les tout premiers, c'était vraiment de l'individuel, mais sur des problématiques d'ordre relationnel, amoureuse, quoi. C'était vraiment ça qui revenait assez régulièrement. Et comme je te disais, quand même assez rapidement, hein, enfin, il y a des couples en fait qui m'ont contacté. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et au départ, je me sentais vraiment pas légitime. J'ai vraiment le souvenir de prendre les premiers couples, en présentiel ou en distanciel, et de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais qu'est-ce que je fous là? Et d'avoir ce sentiment d'être un imposteur, en fait. Tu vois, de me dire, mais ils vont me démasquer, ils vont voir que je suis pas compétente, ils vont voir en fait que je sais pas faire. Donc, et puis j'avais quand même cette morale et cette éthique professionnelle. Alors, je suis toujours suivie en thérapie, en supervision, parce que ça me paraît indispensable en tant que professionnelle. Donc j'avais évidemment ce sas de décompression pour pouvoir déposer toutes mes peurs. Et bon, je me rendais bien compte que finalement j'étais pas si incompétente que ça, parce que les gens revenaient et que ça avait l'air quand même de leur parler et de raisonner. Et puis je travaillais pas toujours de manière très conventionnelle, c'est-à-dire que j'ai un cadre quand même qui est très cadré, qui est très délimité, parce que ça me paraît fondamental, et pour moi et pour eux et pour la relation qui se co-construit d'un point de vue thérapeutique. Mais je m'autorisais aussi beaucoup de techniques, beaucoup de pratiques qui sortaient peut-être un petit peu de l'ordinaire, d'apporter des fois des nuances, ou des choses que je pouvais observer qui sortaient de cette image qu'on pouvait avoir de la thérapie du couple, tu vois, un peu en mode psychanalyse sur le divan, on parle pas, où on se regarde dans le blanc des yeux, et puis c'est réservé aux couples mariés qui sont au bord de la rupture, la cinquantaine. Enfin, tu vois, il y a tout ce conditionnement socioculturel aussi autour de la thérapie de couple. Et puis moi, j'avais envie de redynamiser ça, tu vois. J'avais envie de ramener du pétillant, j'avais envie de ramener de la nouveauté, de la vie, quoi, tout simplement. Et Par exemple, si tu pouvais me parler, juste je coupe rapidement, si tu pouvais me parler de comment tu fais un accompagnement de couple, comment tu réalises, au départ, comment ça se passe, et quelles sont tes techniques, du coup, si tu veux parler de quelques techniques que tu utilises. Alors il y a plusieurs manières d'accompagner, plusieurs manières dont j'accompagne les couples. Donc soit il y a la thérapie du couple allié, comme j'aime l'appeler. Donc c'est vraiment de la thérapie du couple. Donc là, les gens vont déterminer plus ou moins leurs problématiques, leurs difficultés. Donc moi, je considère toujours que quand les gens te contactent, ils te parlent d'un problème, mais pour moi, c'est pas vraiment le fond du problème, c'est un symptôme. Voilà, très souvent, je le perçois plutôt comme ça. Il faut creuser un petit peu et descendre les escaliers pour aller voir réellement. Ok, ils arrivent avec une manifestation du problème, mais c'est quoi réellement? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu affectif et relationnel, en fait, dans leur dynamique de couple? Donc il y a évidemment ça. Il y a un premier entretien, un premier échange où on parle et où on vérifie respectivement un petit peu où on en est, où ils en sont, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils observent d'eux-mêmes. Moi, c'est très important pour moi de vérifier aussi s'ils sont tous les deux co-responsables, en fait, et s'ils s'identifient comme responsables de ce qui se passe pour eux, et s'ils ont envie que ça fonctionne. Parce que moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Mon but, c'est pas de maintenir à tout prix le couple ensemble. Je peux très bien accompagner à la séparation consciente. Mais mon but, c'est déjà de vérifier si les deux se jugent co-responsables dans les difficultés qu'ils traversent. Et puis aussi de vérifier si je me sens alignée avec ces personnes-là, et puis s'ils se sentent aussi alignés avec moi. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour moi, ça fait partie de mon éthique. On peut pas accompagner tout le monde, et on a aussi nos limites en tant qu'accompagnant. Et puis ensuite, il va y avoir une dynamique qui va s'installer. Donc il y a des couples que je vais voir. Généralement, c'est une fois toutes les 2 semaines à peu près, parce que c'est des séances qui sont quand même relativement bousculantes, et donc on a besoin d'un certain temps d'intégration. Et puis l'idée, c'est aussi de vraiment faire confiance en la médecine de leur couple. L'idée, c'est de leur permettre d'aller reconnecter à leur médecine, à leurs ressources, en fait, intérieures, et de leur montrer qu'ils sont parfaitement capables de se rendre autonomes. Moi, mon but, c'est de faire un petit peu en sorte que mon métier disparaisse, ou alors que s'il est là, ce soit un petit peu comme un médecin traitant. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas voir le thérapeute de couple de temps en temps pour faire un petit check-up, un petit point sur la relation. Bon, il n'y a pas de petits grains de sable qui s'est foutu dans l'engrenage. Ok, c'est cool. Et puis à certains moments, ok, on revient sur des petites situations, on fait le point, et voilà. Et je trouve que c'est un peu cet accompagnant de la J'ai vie. une question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu as des couples qui viennent
en bonne, enfin, en bonne santé. Oui, avec complètement. Ouais. Oui, je vais te dire, ça paraît dingue comme ça. Alors, c'est peut-être aussi les vibrations que Non, j'envoie. je trouverais ça normal en fait. Ouais. Je me dis que moi, si je dois construire quelque chose, une thérapeute de couple, on dit souvent que c'est quand, ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est au dernier moment, quand c'est la seule solution, la dernière presque. Mais je trouve que c'est sain quand même d'aller voir quelqu'un d'extérieur en fait. Oui, bah après, je pense aussi que moi, la grande porte d'entrée des gens qui me consultent, c'est soit le bouche à oreille évidemment, soit les réseaux sociaux. Oui. Et il s'avère que sur mes réseaux sociaux, c'est quand même une idée que je prône énormément, de pas attendre la crise, la fin, le dernier moment. Que je considère, moi, avec mon homme, d'ailleurs, on n'hésite pas à se faire accompagner par différents professionnels à plein de moments de notre vie pour aller plus en profondeur sur certains sujets, pour mieux explorer notre relation. Voilà, c'est quelque chose que je prône énormément. Donc évidemment, et voilà, je pense aussi qu'on attire à soi les gens qui partagent notre philosophie, notre dynamique, et on récupère un petit peu les vibrations qu'on envoie. Et du coup, c'est vrai que moi, la majeure partie de ma clientèle, c'est quand même des couples relativement jeunes, qui ont entre 28 et 35 ans. Donc on est quand même dans une tranche d'âge, voilà, assez jeune, et des couples qui n'ont pas forcément de problématiques, mais qui vont m'appeler pour me dire voilà, ça va plutôt bien dans notre couple, c'est complètement ok, mais on a envie de partir sur de bonnes bases. On est un jeune couple où ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est ensemble, mais on a pour projet d'avoir un enfant, d'avoir une vie de famille. On a envie de déposer de la conscience sur nos enfants, sur nos enfants, sur voilà, sur nos systèmes d'attachement. On a envie d'avoir ce suivi, voilà, et c'est magnifique. Il y a de plus en plus de personnes qui ont cette volonté. Enfin, pour moi, je suis admirative, mais vraiment admirative de ces couples. Bien sûr qu'il y en a qui sont vraiment en gestion de crise, clairement, certains qui sont au bord de la rupture, et c'est pour ça que je dis que le thérapeute de couple n'a pas pour vocation de maintenir le couple à tout prix. Pour moi, il a pour vocation de permettre au couple de reconnecter à ses ressources et à sa médecine et de prendre les décisions qui sont les plus justes pour eux. Donc, si c'est une séparation, c'est une séparation. Voilà, le thérapeute n'a pas à se manifester par rapport à ça. Mais voilà, il y a de plus en plus de couples qui sont voilà, vraiment dans cette volonté de déposer de la conscience, et cela dès le début de leur relation, et des couples qui vont voilà, faire de la thérapie de manière ponctuelle, d'autres que je vais voir un peu plus souvent sur un espace-temps donné, d'autres qu'après je vais revoir juste de temps en temps, voilà, 2 fois par an, enfin, et c'est Ouais. et c'est génial en fait, il y a pas de règle en soi. J'imagine. Et est-ce que tu as souvent des accompagnements individuels actuellement, où tu as plus de couples là sur le Tu veux dire des accompagnements one-one, Oui. mais sur des Oui, problématiques oui. de couple? Ouais, exactement, pardon, excuse-moi, je me suis mal exprimée, c'est ça, oui, des accompagnements individuels. Alors il y en a évidemment, puisque moi c'est ma spécialité, c'est comme ça que je me suis spécialisée sur le relationnel et sur le couple, mais on va dire qu'aujourd'hui je resserre un peu plus l'étau, parce que assez vite je me suis retrouvée à un conflit, dans un conflit intérieur, ou dans un questionnement pardon, existentiel autour de ma pratique professionnelle, de me dire mais comment je peux accompagner, moi, dans ma posture professionnelle, le couple en travaillant sur une seule et même personne. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cet accompagnement a des limites. C'est-à-dire que je considère évidemment qu'on peut énormément travailler sur la relation par le biais d'un des deux alliés, ça c'est sûr. Mais qu'à un moment donné, ça atteint des limites. Et du coup, très souvent, ce que je dis aux personnes qui me contactent en solo et qui me disent voilà, je veux démarrer une thérapie individuelle parce que et là c'est que des difficultés avec leur partenaire. Je leur dis mais pourquoi ne pas venir avec ton allié en fait? Enfin, ce serait beaucoup plus simple. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une thérapie individuelle à côté, mais étant donné que moi ma spécialité c'est le couple, viens donc avec ton allié et on va gérer ça ensemble en fait. Ouais. Je comprends. Et ce que j'apprécie aussi, et ça je l'ai pas dit dans mon ressenti, mais j'adore ce terme d'allié en fait. J'avais une amie plus jeune, quand j'étais enceinte, elle m'avait dit mais en fait un couple c'est une équipe. Et c'est vraiment ça, en fait. T'as le côté, il faut que tu parles, il faut que tu communiques. Dans une équipe de foot, par exemple, il faut communiquer. Enfin, voilà, il y a des choses enfin, voilà, c'est des entraînements, enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Et du coup, le terme allié, j'ai apprécié beaucoup ça, que tu parles de Paul, justement, comme ça. Et j'ai vu aussi que tu parlais de féminin. Alors, on parle beaucoup de féminin sacré, mais je connaissais pas du tout le masculin sacré. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment quelque chose, ça m'interrogeait. Alors, pour moi, la manière dont je conçois le masculin sacré, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux polarités, deux forces, voilà, qui sont à l'œuvre de toutes les manifestations de la nature, qui sont voilà le féminin et le masculin.
séparées l'une de l'autre, elles sont improductives. Donc, elles sont profondément indissociables l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment cette idée de yin et de yang. Et donc, c'est vrai qu'on a eu une montée en puissance du féminin sacré et de cette volonté, en tout cas, de reconnecter au sensible, au subtil, à l'intuitif, à ce non manifesté, puisque pour moi, le féminin, c'est la non-manifestation dans le sens du sensible, c'est-à-dire que le masculin va manifester dans le monde de la matière ce que le féminin va conceptualiser dans le monde de l'invisible. Voilà. Et pour moi, le masculin, au sens où je l'entends de nouveau, mais je suis en plein questionnement de nouveau. Alors, moi, c'est ça, hein, c'est cyclique, hein, c'est toujours, je déconstruis, je reconstruis, je déconstruis, je remets en question toutes mes pensées, tout ce que je crois. C'est-à-dire que je pense que cette notion de féminin et de masculin, contrairement au yin et au yang, tu vois, qui a quand même plus de subtilité dans la médecine traditionnelle chinoise, oui. Cette notion de féminin-masculin, pour moi, elle est très largement influencée par notre héritage socioculturel. Donc, je vais parler avec des conditionnements là dans ma vision du masculin, et je suis moi-même en train de remettre en question ce que je vais vous dire. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes, puisque de nouveau, je n'ai pas la vérité et je parle toujours avec. Oui, voilà, j'aurais dû le dire au départ, mais chacun a sa propre vérité en fait. Tout ce qu'on dit là, enfin tout ce que moi je dis, c'est ma propre vérité. Tout ce que tu dis là, c'est la tienne, et les gens qui nous écoutent peuvent avoir leur propre vérité et ne pas être d'accord. Mais si ça remet en question des choses, chez moi par exemple, quand tu dis des choses, enfin j'adore ça. Donc vas-y, je te laisse continuer sur le masculin. Si tu veux, pour moi, à la base, cette notion de masculin, je le voyais un petit peu comme cette action juste. Comme la conscience, comme la force, comme l'esprit du guerrier qui protège sa tribu, tu vois, comme cette partie de nous qui a besoin d'actionner des leviers, qui a besoin de faire, qui a besoin de manifester. Donc c'est vrai que je l'associe vraiment à l'homme en fait, à l'homme qui vit en nous, tu vois, à cet homme qui a besoin d'être utile, de défendre des causes, de protéger, de nourrir, tu vois, dans cet aspect-là. Et je voyais aussi parallèlement à ça, dans cette notion de couple intérieur, une femme aussi qui vivait en chacune de nous et en chacun de nous, qui elle était beaucoup plus portée sur la réceptivité, écouter, recevoir. Voilà, pour moi le masculin c'est celui qui donnait, et le féminin c'était cette force invisible qui recevait, tu vois, qui accueillait. Et en fait aujourd'hui je remets énormément en question ce que j'ai cru pendant un certain temps, parce que au bout d'un moment, je me suis retrouvée limitée, en fait. C'est-à-dire que dans des difficultés que je pouvais vivre dans ma vie personnelle, des injustices, des choses difficiles que je vivais sur le plan relationnel avec une personne en particulier, je faisais appel à cette force masculine, et je me dis il faut que je fasse appel au guerrier qui est en moi. Je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais eue avec ma thérapeute justement, et elle m'avait dit mais pourquoi pas en la guerrière? Pourquoi cette force guerrière? Pourquoi cette force masculine, ce combat, cette notion de défendre ses droits, ce serait pas une force féminine? Et en fait ça avait fait tilt dans ma tête, tu vois, et je m'étais retrouvée, voilà, une très belle illustration de mon, comment dire, de mon rétrécissement interne, tu vois, la force, c'est réservé aux hommes. Oh là là. Les femmes sont sensibles, les femmes sont gentilles, les femmes sont douces. Et vu que là, je suis depuis plusieurs mois en pleine remise en question de la culture de genre dans lequel on évolue, je sens que, tu vois, quand on parle de féminin et de masculin sacré, j'ai un truc qui dénote, tu vois, il y a un truc qui vibre plus comme avant. Et c'est magnifique, hein, puisque de toute façon, on évolue et on cesse pas de jamais remettre en question tout ça. Mais voilà, je sens que je suis plus vraiment alignée avec cette notion d'homme et de femme qui vit en nous, parce que qu'est-ce que ça veut dire être un homme et être une femme aujourd'hui? Et si finalement c'était pas une question de genre, tu vois, et si on n'allait pas vers cette révolution de genre, et si finalement il fallait pas plutôt se réorienter vers cette chose un peu plus juste pour moi de la médecine traditionnelle chinoise, du yin et du yang, parce que par contre je suis complètement en accord avec cette notion de polarité inversée mais complémentaire, quoi. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Oui, si, c'était très clair. Ça m'a fait penser à plein de choses. Mais moi, je voulais juste revenir sur le fait que, du coup, tu accompagnes plutôt des couples, entre guillemets, hétérosexuels, du coup. Alors, à mon grand désespoir, c'est pas un grand désespoir, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on est dans une société qui met en avant et qui valorise l'hétérosexualité. Donc, il est évident que la majeure partie de cette population
et pas parce qu'elle le veut. Hein. Alors il y a évidemment certains qui le veulent, mais aussi de manière conditionnée hétérosexuelle. Moi, mon but, ce serait évidemment d'accueillir et d'accompagner tous les couples, les homosexuels, les personnes transgenres, non binaires. Voilà, parce que je considère pendant longtemps ça a été un frein. Pendant longtemps, je me suis dit mais je peux pas accompagner des couples homosexuels étant donné que je ne connais pas l'homosexualité. Et après, je me suis rappelé que syndrome de l'imposteur, oui. voilà. Alors il y avait probablement de ça, et puis il y avait aussi qu'est-ce que ça veut dire finalement l'homosexualité. Je me suis dit, est-ce qu'on tombe pas amoureux d'une personne finalement? Est-ce qu'on s'en fout un peu en fait du sexe, hein, du genre? Et de fait, je suis pas à l'abri peut-être demain de tomber amoureuse d'une femme aussi. Tu vois, j'exclus pas du tout cette possibilité-là. Donc je me suis dit, c'est pas le genre que j'accompagne, c'est le couple. C'est la relation de couple, c'est ce qui s'y passe. Donc maintenant, je me sens beaucoup plus légitime d'accompagner aussi des couples homosexuels, mais il y a évidemment beaucoup moins de demandes. Et il y a aussi des freins, je pense, chez les couples homosexuels qui peut-être ont peur d'être accompagnés par une personne hétérosexuelle parce que de base, peut-être qu'elles se sentent moins comprises, moins entendues, moins soutenues. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des biais cognitifs des deux côtés. Hein. Des deux côtés, oui. Et pareil, enfin à chaque fois tu vas dire quelque chose et ça il me vient quelque chose, mais par exemple moi il y a quelques mois dans mon travail personnel, je suis tombée amoureuse je suis hypersensible, polyamoureuse, je le sais, et je suis tombée amoureuse d'une femme. Et je me suis vraiment posé la question alors que ça m'était jamais arrivé. Et du coup j'en ai pleuré, j'en ai discuté avec mes amis en disant mais enfin c'est à la base c'est une femme. Et après je me suis dit mais en fait tu tombes amoureuse de l'âme en fait enfin voilà, et pas de son. Enfin voilà, ça pourrait être n'importe qui, comme tu dis. On peut tous tomber amoureux d'une personne. Et c'est aussi ça de se dire, en fait, oui, c'est possible. Je suis moi en fait quand je dis ça et quand voilà, et du coup de se dire bah ouais, enfin j'ai envie d'une femme, enfin voilà. Et je trouve que c'est une acceptation aussi de se dire enfin. À un moment, la société nous a vraiment conditionnés dans l'hétérosexualité, dans le fait d'avoir des enfants, de les conditionner aussi dans le fait d'être hétérosexuels, du coup, alors que eux, à la base, si tu regardes, moi, mon fils à l'école, enfin, ils étaient, entre guillemets, dans un trouble, ils étaient polyamoureux avec une fille et un petit garçon. Et en fait, je me suis dit, mais laissons-les vivre. Enfin, c'est logique. Enfin voilà, c'est nous qui après créons nos clichés, nos préjugés et leur inculquons des choses qui sont pas forcément, qui sont pas, que la société nous inculque, que le patriarcat nous inculque, et je trouve ça hyper simple de te dire bah ouais j'y réfléchis et je pète aussi ces codes, et c'est ce que j'aime aussi. Et du coup tu as créé donc plusieurs dispositifs. Donc moi j'avais reçu les 8 accords du couple allié. Ça c'était pareil, c'était top. Quand je l'ai lu, il y a des choses qui vibrent à chaque fois quand on reçoit des choses comme ça. En fait moi je suis célibataire, mais du coup ça tu repenses à tes relations passées en fait en disant j'ai pas eu ça, il y avait pas ça, ou il y avait ça. Et ça remet beaucoup de choses en question. Ton recueil d'amour, j'ai vu que tu avais fait un recueil d'amour de 95 pages. C'est quoi exactement? Enfin, si, j'ai vu le sommaire simplement. Alors ça, c'est l'une de mes petites fées qui a construit de ses petites mains ce recueil, puisqu'elle m'a dit, mais Maureen, mais avec tous tes posts, tout ce que t'écris, il faut qu'on en fasse quelque chose. On peut pas juste laisser ça sur Instagram. Et du coup, elle a créé, comme un petit livre, comme un petit e-book. On verra par la suite si on le propose en édition. Mais pour le moment, c'est un petit e-book qui peut être imprimé ou qui peut être lu de manière virtuelle, dans lequel on a en fait récupéré toutes les photos et tout le contenu, et on a vraiment essayé de réagencer ça pour vraiment faire une trame et un suivi. On a classé par thématique, attachement, peur de l'abandon, tu vois, on a vraiment essayé de répertorier pour que les gens puissent identifier une difficulté qu'ils traversent sur le plan relationnel et se référencer à la bonne page où je parle justement de ça, où je témoigne, où j'emmène mon expérience, où il y a des photos associées, et puis il y a des petits espaces où on pose des questions pour inviter le lecteur à s'introspecter davantage par rapport aux concepts qui sont déposés dans cet e-book. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait en faire un par an, un chaque année par rapport aux posts qui sont publiés. Donc c'est pas très cher, c'est un petit truc qu'on donne comme ça et qu'on met à portée, puisqu'il y a quand même vraiment beaucoup de concepts déjà et d'astuces et de choses qui sont données. Et c'est vrai que c'est quand même un deuxième métier. On le dit pas toujours. On dit thérapeute de couple, formateur, mais en fait, on est aussi créateur de contenu, et ça concerne une énorme partie de notre temps aussi.
voilà, de faire des photos, de faire des vidéos, de construire des réels qui vont parler, qui vont impacter, d'avoir des textes qui parlent aussi, où on va donner à notre communauté, de faire des lives, de répondre à des podcasts, à des interviews, et tout ça, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est énormément de travail et d'investissement et d'énergie aussi, quoi. Et oui. Parce qu'on est quand même multicasquette, hein, on est graphiste, on est rédacteur, on est créateur de contenu, on est thérapeute, on est formateur, enfin bref, ça part dans tous les sens. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. En fait, j'atteins des limites dans mon entreprise. Il faut absolument que je fasse appel à des gens, puisque on a créé Eda Expérience avec mon homme, qui est vraiment une philosophie, voilà, un peu novatrice et visionnaire de la relation, et particulièrement de la relation de couple. Et puis moi, je me suis rendu compte que la demande commençait à être exponentielle et que j'avais de plus en plus de choses à gérer avec les réseaux sociaux. Très chers auditeurs de Patreon, ce jeudi, vous entendrez la suite de l'épisode avec Maureen. Elle nous expliquera ce que sont ces journées immersion EDA, les questions des abonnés Instagram, la vision de Maureen sur l'éducation sexuelle actuelle et sa réponse à ma question « Si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu aurais à lui dire ?» Vous entendrez donc tout ça jeudi en avant-première à 16h. Alors merci à vous, auditeurs de Patreon. Je vous dis donc à très bientôt. Amour, Isa. Amour. 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 Amour.